Tiers livre, on est mercredi, c'est les carnets. D'habitude, je les mets même un petit peu en ligne en avance. Aujourd'hui, non. Là, on est mercredi soir, mais c'est un rendez-vous qui est vraiment important pour moi. Je n'ai pas d'autre solution que de le faire. Toujours, j'essaye de placer un petit peu autrement l'appareil, mais là, c'est bien que pour moi, ça se fasse directement avec l'ordi dans le champ de vision. Vous savez, on reçoit de ces emails, des fois, alors évidemment des emails pof, indésirables, truc corbeille, machin, truc, ça à répondre, ça à télé, puis c'est un petit peu une espèce de pression qui n'est pas facile parce qu'elle est liée au flux de l'ordi. Ce serait plus facile si on se disait autrefois, tiens, je vais à la boîte aux lettres, le facteur vient de passer, tu regardes, tu tries, et puis tu dis, ah, ça, ce sera mon moment de correspondance. Ouais, mais là, c'est... Comment gérer les flux continus? Là, c'est des questions par rapport à nos méthodologies de travail, par rapport à comment on s'organise pour garder cette espèce de... La tête, elle ne marche pas dans un flux continu. La tête, elle se charge. Et puis, à un moment donné, tu peux arriver à... Tu court-circuites pour que... Et c'est ça nos moments de travail. L'écriture, c'est pas des heures et des heures par jour. Et puis, arrivent des emails. Tu te dis, mais c'est pas possible, ça vient d'un autre monde. Et tu t'interroges sur quoi? C'est jamais qu'un email. Donc c'est des phrases et c'est des mots. Donc tu regardes les mots. Et là, les mots, je vais le retrouver. Je sais qu'il faut mettre lave-linge. Vous parlez de machine à laver, vous n'êtes pas venu là pour ça. Pourtant, écoutez cette phrase. Une TV offerte pour l'achat d'un lave-linge ou d'un réfrigérateur. Une TV, ils mettent pas de télévision, ils mettent une TV. Juste les deux lettres. C'est-à-dire où qu'on en est rendu. Lave-linge ou réfrigérateur, moi j'en parle dans ce bouquin que j'avais fait qui s'appelle Autobiographie des objets. C'est un moment où je m'étais demandé qu'est-ce qui était arrivé le premier en Vendée, le frigo ou la machine à laver. La machine à laver, je m'en rappelais bien, c'était une machine vedette avec un gros machin qui tournait devant. Et mon père, il pouvait pas se résoudre à mettre ça par terre, donc il avait pris une espèce de palette. Enfin, à l'époque, on appelait ça pas ça palette, c'est une espèce d'estrade de prof, quoi, en gros, pour que la machine soit respectée dans sa dignité et surélevée par rapport au sol. Ou alors c'était peut-être pour une question d'écoulement d'eau. Laissons, c'était plus la symbolique de ce truc-là. Et après, le bouquin, j'en étais à peu près au tiers. Et je téléphonais à ma mère. À l'époque, je pouvais encore, pour lui demander, c'est quoi qu'on a eu d'abord, le frigo ou la machine à laver? Et elle-même, en gros, c'était venu ensemble. Alors le frigo, ça remplaçait quoi? Ça remplaçait ces gros garde-manger en grillage qu'on gardait dans le coin le plus frais, à côté de la fenêtre de la cuisine, et puis ou dans le fond de la buanderie, obscure, mais on gardait les choses vivantes. Si tu voulais manger du poulet, t'achetais la poule, et puis il y avait une espèce de caisse à claire-voie avec un caillou posé par-dessus, puis elle était tout le temps là, en présence. Chez l'autre grand-mère, t'avais un clou sur le mur, c'était pour dépioter les lapins. Je vous parle de temps, j'arrive d'une épaisseur de temps qui est incommensurable même à ma propre échelle. Puis la machine à laver, c'est différent. Ça remplaçait quel usage? Ça remplaçait cette dame qui s'appelait Marie Prou. C'est une dame qui vivait à au moins 6 km sur le rocher de la Dive, qui venait à pied toute l'année et qui faisait dans toutes les maisons du village, qui venait faire quoi? Les lessives, avec ses bras rouges déformés qu'elle avait. C'était des grandes lessiveuses en zinc, et puis on y allait, et puis on trempait, on essorait, tout ça. Donc c'est quand même des choses qui sont des grosses secousses. La TV, elle est venue donc environ 3 ans plus tard. Et bizarrement pour moi, ça me rappelle quand c'était pas la mire qu'on admirait en journée, c'était la guerre d'Algérie. Mais c'est pas les mêmes fonctions que la télévision. C'était l'accès à quelque chose qui se passait très loin. C'était l'assassinat de John Kennedy, plus tard Ces bons hommes sur la Lune. C'était pas encore le rock et tout ça. Ça on pouvait l'avoir par les petits postes radio et tout le truc. Mais la télévision, c'était quand même un sacré symbole. Ça remplaçait le poste de radio. C'était l'autorité des discours de De Gaulle. C'était les... Vous voyez. Et puis là, aujourd'hui, on en est là. Si tu achètes une machine à laver, on t'offre la télé en plus. On va faire une amélioration technique
Parce que nous, c'est pas la télé, c'est du bricolo, mais peut-être aussi que si la télé va si mal, d'une part, c'est parce qu'elle nous demande plus rien. Il y aura un peu plus de création intelligente, peut-être que le dialogue et les fonctions, ça resterait, mais tant pis, il n'y a plus ça, donc c'est nous qui prenons la place. Voilà, j'ai mis mon petit scotch, ça ferait moins de bruit. Est-ce qu'il faut s'attarder ? Non. Mais ce qui est bizarre, c'est que les deux viennent dans la même phrase. Une TV offerte pour l'achat d'un lave-linge ou d'un réfrigérateur. La télé vaut plus rien du tout. C'était le point suivant. Ah, le point suivant, c'était juste sur cette préposition sur. C'est apparu il y a déjà 5-6 ans, c'est-à-dire je suis sur Paris ou je suis sur Bordeaux. Ah non, ce week-end, je reste sur Tours. Et moi, ça m'a toujours troublé cet usage de la préposition parce que tu as l'impression de voir la ville comme une espèce de petite ville en maquette avec ses petits cubes et puis que toi, tu marches dessus, quoi. Tu es sur Tours, sur Bordeaux, sur Paris. Ça m'a toujours un petit peu semblé un détournement. Et alors maintenant il y a l'autre version, c'est-à-dire je vais sur Internet. Alors même moi, je n'ai pas de solution là de remplacement. Est-ce que je suis sur Internet ? Non, mais attends, je cherche sur Internet. C'est une interface verticale, c'est une interface tactile, mais tu dis pas attends, je plonge dans Internet comme je plonge dans l'eau, tu plonges pas sur l'eau. Tu nages pas sur l'eau, tu marches sur l'eau, ça dépend, il y en a certains qui y arrivent. Mais en général, tu nages dans l'eau, donc je rampe l'Internet pour te rapporter les horaires. Peut-être ça marcherait mieux, ou... enfin, en tout cas, j'en sais rien. Mais ça fait que j'ai la sensation de me laisser aller quand je dis je le cherche sur Internet. Je le mets en ligne sur Internet. Non, je le mets en ligne dans l'endroit de sa petite boîte au bout du labyrinthe où on est dans Internet. Mais j'ai pas de solution meilleure, donc on garde. Par contre, celle qui émerge de plus en plus comme usage, c'est j'étais sur mon téléphone. Alors moi, être sur mon téléphone, tenez, c'est pas prémédité, hein, c'est la période qui veut ça, on a des choses qui traînent. Ouais. Il est sur mon téléphone, le petit Playmobil. C'est pas très stable, c'est pas très simple, mais quand on entend ce machin-là, j'étais sur mon téléphone, ça veut dire que t'es pas en train de téléphoner, ça veut dire que t'es en train de faire tes messages, bricoler ton jeu, parce qu'il y en a qui font ça, moi je trouve ça bizarre aussi, mais c'est pas la question, ou de regarder ton Facebook, de ces machins-là, enfin tout ce à quoi on peut laisser son attention se perdre dans ces petits bousins, que ce soit des choses utiles comme la météo du temps qui fera demain, ou le dernier titre dans le machin du monde, mais ça m'intéresse pas. Bon, peu importe, mais en tout cas, j'étais sur mon téléphone, ça veut dire que tout d'un coup, le téléphone devient une espèce de matérialisation de ce truc qui se passe loin et qui, évidemment, arrive par des machins Wi-Fi qui viennent de la boîte qui est là, par la fibre optique qui passe par l'autre côté. Donc j'étais sur mon téléphone. Le téléphone, il est jamais tout seul lancé dans l'espace. Rien de plus, sauf la bizarrerie de cette préposition sur appliquée à un usage pour dire j'étais sur mon téléphone. Ouais, point suivant, on trace. Alors, c'était pas les carnets de la semaine dernière, c'était, je crois, ceux de la semaine d'avant. Toujours pareil dans ce truc, ouvrir les mails à ciel ouvert, ça j'y tiens et je continuerai. J'avais le nom, mais j'avais ni âge, ni lieu, ni quoi que ce soit, parce qu'il se présentait pas. C'est-à-dire, il y avait même pas de cher, machin ou tout ça. Il y avait je suis étudiant et je prépare une thèse
concernant les écrivains très présents sur Internet. Je cite de mémoire, hein, faut aller regarder. Mais ce qui me choquait d'abord, c'est ce truc des écrivains, parce que ça mène à rien. C'est pas Internet crée ses formes et crée aussi les personnes qui agissent et inventent ces formes. Ces espaces de création s'inventent par et pour le média lui-même, c'est-à-dire la transposition des vieilles barbes sur des usages comme ça n'a rien d'intéressant. C'est-à-dire qu'on transporte des symboliques héritées d'un monde un petit peu qui est en voie d'érosion ou de fossilisation. Et en tout cas, ça ne mérite pas des thèses. Mais surtout, il y avait ce truc de ne pas se présenter, et puis les deux énormes fautes de grammaire sur que le truc n'avait pas été relu. Peu importe. Mais alors, j'ai pris au moins 3 fois des trucs. Ah non, de quel droit tu prétends? Comment tu prétends? Il méritait mieux, etc., etc. Quelle violence tu as. Oula. Non, hein, je raconte mes petites histoires. Ben là, j'en ai reçu un autre. Alors, ce qui est rigolo, c'est que il y a marqué, il n'y avait pas d'objet sur le mail. Nessun oggetto. Mais tout d'un coup, tu te dis, tiens, d'où ça devient? Ça devient de loin. Monsieur Bon, virgule, déjà, bonsoir, virgule, ce qui n'est pas évident parce que je ne savais pas à quelle heure je le lirais. Je suis une étudiante à l'université de Rome et je suis en train d'écrire une thèse sur votre blog Tiers Livre avec le professeur Bevilacqua Luca. Je ne connais pas ce professeur. Je ne connais pas ce professeur, je ne connais pas non plus cette université dont elle parle. Moi, je connais plutôt la Sapienza. Là, c'est l'université Tor Vergata. Mais voilà, c'est situé, c'est présenté. Et puis ensuite, je n'ai encore un titre exact. Alors, pourquoi je me formalisais l'autre jour des écrivains présents où il n'y avait pas le S à présent? Et là, ça m'est égal, la question de grammaire orthographique. Je n'ai encore un titre exact. Elle est étrangère, elle s'exprime dans une langue étrangère. Bon, évidemment, ça n'a pas d'importance. Mais vous voyez comme la confiance peut s'établir complètement, tout de suite, ou pas. Écrire l'histoire du site et expliquer les différentes étapes jusqu'aujourd'hui. En particulier, je devrais décrire et développer un approfondissement sur la structure, l'organisation et les fonctions sociales de vos ateliers d'écriture. Ça, par contre, fait toujours un petit peu rire parce que dans le monde académique, dès que tu parles atelier d'écriture, c'est pas la question de la pratique et de la littérature, non, c'est les fonctions sociales de l'atelier d'écriture. Crame des voitures, c'est bien qu'on te fasse un atelier, et pas plus que ça, mais ça c'est pas d'importance, on lui fera... Tu raconteras ce que tu veux là-dessus, et puis moi de toute façon je pense autrement, c'est pas grave. Je serai à Paris du temps au temps. Je voudrais vous demander si pendant cette période, il serait possible d'assister à l'un de vos ateliers. Malheureusement, autrefois, il y avait Sergi toutes les semaines, mais là, non, il y a des petits workshops. On est en train de peut-être en refaire un à Chambéry, puis en Jordanie, à Amman, au mois de mars, mais c'est un peu loin pour lui proposer. Et de pouvoir vous rencontrer pour vous poser les questions suivantes et d'autres. Quelles ont été les étapes fondamentales pour la création du blog Tiers Livre? Comment avez-vous eu l'idée du site? Ce qui est compliqué parce que t'as pas l'idée, on dit « Oh, j'ai une idée, je vais faire un site ». Une fois, ça m'est arrivé, j'ai eu l'idée de comment pouvait fonctionner cette histoire de Publi.net, sauf que 5 ans après, ça ne marchait pas des masses. Heureusement, ils ont changé depuis. Quelle idée vous a inspiré la naissance du site? C'est toujours cette idée qu'il faut une idée pour avoir une idée. Ou non, c'est toujours cette idée qu'il faut qu'on ait des idées. Alors que je pense que si on écrit des bouquins ou qu'on fabrique de l'internet, on ne se pose pas les idées. On le fabrique obscurément et parce qu'on le fabrique, on peut avoir progressivement la conception de ça. Je pense aussi que même dans le mental de Mark Zuckerberg, il doit y avoir ce truc-là, que Facebook ne peut pas être pensé dans la taille que ça prend en amont de ce qu'on expérimente et ce qu'on fabrique. Mais c'est encore une autre question, mais pour moi qui m'est toujours très présente, cette question du faire et tout ça. Et puis, une autre question qui est rigolote. Quel rôle joue la machine à écrire? Quel rôle a joué la machine à écrire dans le développement de votre vocation littéraire? Et là, tout d'un coup, ouais, là, c'est vraiment une piste.
à la Simondon. Et donc, j'ai répondu gentiment et je me rendrai disponible. Point à la ligne. C'était juste pour dire que des fois, je suis pas si méchant que ça, mais il y a des formes quand même. Il y a une culture des formes. Alors évidemment, le fait qu'à Internet, vous pouvez vous alpaguer, là, tout de suite, bam, bam, tu trouves l'adresse tout de suite sur le... euh, mais c'est comme en voiture, quoi. C'est-à-dire, tu donnes des coups de klaxon ou tu fais un petit signe si on te laisse passer. Point suivant. Oh, c'est encore une histoire hein, d'interactivité par rapport à ce que je mets en ligne. Alors, sur YouTube, on a beaucoup moins de trolls, comme on pouvait en avoir dans les blogs ou les forums. Et puis, on a toujours, par exemple, dans les espaces de commentaires de vos livres sur Amazon, etc., il y en a qui passent beaucoup de temps à aller troller. Bon, alors sur Facebook, c'est plus simple parce qu'il y a des fonctions de blocage. T'es pas là pour te prendre la tête. Toi, tu te prends un peu trop pour le petit maître, là. Allez, laisse-moi un peu la paix. Donc, c'est pas une déclaration de guerre, bloquer quelqu'un. C'est juste dire... chacun son petit jardin, on a de la place, on peut se faire bonjour de loin dans nos jardins, mais c'est tout, ça suffit. Donc évidemment, tu as une liste où tu trouves, oh là là, des fois tu vois des trucs, tu te rappelles même plus pourquoi tu les as bloqués il y a 5 ans ou 6 ans de ça. Mais bon, c'est un autre machin, le truc du troll. Alors attendez, on est 2019 à l'automne, c'était un printemps, c'était un mois d'avril, donc ça va être avril 2018. On avait voulu retourner à Nohant, la maison de George Sand. Il faisait magnifiquement beau. Et c'était même plus, c'était pas lié à un travail ou quoi que ce soit. D'ici, c'est 1h30. Donc à la limite, tu y vas, tu reviens le soir. C'était se donner le luxe de prendre une piole. Mais vous voyez là, à 1h30 de bagnole, je sais plus, un gîte, un Airbnb tout con, mais c'était bon, quand même dans le même patelin, hein, exactement, et puis très bien accueilli d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, le rapport à même George Sand et Nohant change, parce que tu as la temporalité du soir, parce que tu as la différence des bruits, des circulations, parce que tu as la tombée du jour, parce que tu as où est-ce qu'on va bouffer, comment on fait. Et puis, il y avait eu ces moments du lendemain où c'était se dire, George Sand, elle se sert à la mare au diable, c'est un endroit très précis, tu prends la route, tu trouves le petit chemin, t'arrêtes, bon, les temps, il en reste plus qu'un petit tiers ou un petit quart, donc c'est décevant, mais le moulin d'Angiveau, je crois comme il s'appelle, c'était là sur cette roue, c'était la roue que Sand voyait tourner, et le coude du chemin, et le bruit du vent dans les arbres, puis un autre petit bled aussi qui était très présent, c'était son toubib, son médecin qui habitait là, et ce petit bled avec des rues à la perpendiculaire, comme c'était une pleine période agricole, il y avait d'énormes camions qui fonçaient, et les camions ils remplissaient presque de maison à maison dans les rues à sens unique, et puis, un truc, et puis ça repartait. Et moi j'avais quoi? J'avais la petite loupiote, là, le petit bousin là, qui me sert à me filmer, et donc j'avais fait façon vlog, quoi, c'est-à-dire tu prends le village, tu prends le camion, tu prends un reflet de la fenêtre, même dans la maison de Nohant, on appelle ça les b-rolls, c'est-à-dire t'as la narration principale, et puis tu te fais un petit plan, quoi. T'as un vase avec des fleurs, et tu prends le reflet du vase ou la poignée de la fenêtre. Moi, c'est ça que j'aime aussi dans ce langage. Et donc simplement, cette vidéo, je sais pas, ça va faire 12-15 minutes, mais c'était un petit peu ces impressions de voyage. Et alors, le type met un message, j'ai trouvé cette vidéo profondément ennuyeuse. Si vous voulez déjà s'ennuyer un petit peu moins, ce n'est pas la peine de mettre si je devais mettre, j'ai trouvé cette vidéo ennuyeuse à chaque vidéo que je regarde. Le temps que je passerai. Mais donc là, je réponds un peu à la rigolade. Et tchouk, le lendemain matin, une réponse. Alors c'était vous savez comment quelqu'un donc a un compte YouTube, c'était juste des initiales. Et en cliquant sur les initiales, on tombe sur un compte donc où il n'y a pas de vidéo mise en ligne, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de lien, etc. Donc c'est le pur anonymat. C'est le droit absolu, Internet, de marcher avec l'identité anonyme. Mais je trouve cette autre réponse, quand on ne supporte pas la critique,
C'est-à-dire, si vous supportez pas la critique, mettez pas vos vidéos en ligne. Bon, t'as le droit de penser ça. Puis il rajoute, j'ai trouvé votre vidéo vide. Alors déjà, vidéo vide, tu t'aperçois qu'il y a le mot vide déjà dans vidéo, même si c'est pas du tout la même étymologie. Puis là, tout d'un coup, c'est une sorte de transport intérieur, d'illumination. Vous savez, comme Flaubert disait qu'il fallait faire un livre sur rien. Ben, tout d'un coup, tu te dis, mais combien de films tu aimes et révères et tu mets très haut parce que, justement, ils ont travaillé avec ce vide. Où, ben là, tu as un plan avec quelqu'un qui marche le long d'une route, et puis c'est tout, c'est tout. Et se dire, et tout d'un coup, si au contraire, accentuer cette question de vide, parce que si toi tu te vides et que tu laisses ta vidéo vide, alors à ce moment-là, elle peut se remplir encore un peu mieux, un peu plus finement ou encore un peu plus de ce qu'elle aspire du réel. Là, c'était la maison de George Sand. Et donc se dire, oh oui, comme j'aimerais devenir un spécialiste de vidéos vides. Alors sur Twitter, il reste toujours aussi de ces irruptions là, de gens agressifs, protégés par des fausses identités ou des machins comme ça. Mais bon, je m'en sers pas énormément, alors du coup on laisse ça filer un petit peu. Mais c'est une drôle de maladie de ce siècle. Toujours aussi cette question-là de la politesse, parce que on peut venir dans l'espace de l'autre. C'est-à-dire, c'est quoi cette chaîne YouTube où même là, je parle de moi et je parle de ces petits replis ou ces petits interstices qui nous posent question dans notre compréhension du monde. On a nos petits replis de cervelle, on s'extrait nos petits replis de cervelle. C'est pas très clean ce que je fais ici dans ces carnets. Et donc on n'est pas dans une adresse, on n'est pas dans un travail de conviction ou de preuve, on est dans laisser ces choses comme elles sont, un atelier tout simplement. Alors c'est ça que j'avais trouvé finalement une sorte de balance positive dans j'ai trouvé votre vidéo vide. J'aime bien qu'ici on soit dans ce travail du presque vide. Allez, point suivant. Alors le point suivant, c'est un poil plus compliqué. Il y a une loi qui vient de passer au niveau européen qui énonce qu'on n'a pas le droit de vendre des livres numériques d'occasion. Alors, sur le fond du truc, pour moi, bon, t'arrives à comprendre, quoi. C'est-à-dire, t'achètes, là, je sais plus ce que je suis en train de lire, j'achète le dernier polar de Grisham, bon, j'ai dû payer 8 ou 10 euros, comme c'est le dernier, c'est encore un prix, hein, il doit être à 11 balles, quoi, chose comme ça. Mais bon, j'ai mon comptant d'heures de lecture, j'aime bien Grisham, j'aime bien Connelly aussi, c'est des choses, on peut se dire, oh, ça te fait travailler, non, ça fait pas travailler beaucoup l'anglais, mais je préfère voyager dans la langue originale, quoi. Donc c'est le dernier Grisham en anglais, et puis se dire, une fois que tu l'auras lu, est-ce que tu le reliras ? Non, certainement pas. Donc se dire, finalement, si je pouvais le renvoyer, le remettre dans une sphère circulante à 3 balles, alors évidemment, Amazon y trouverait son compte. L'auteur, évidemment pas. Alors si on compare à ce qu'il en est pour l'imprimer, là je suis en train de lire David Foster Wallace, un livre qui s'appelle Un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas. Bon, c'est une série de 6 ou 8 essais, c'est Au diable Vauvert. Le livre a été... celui Foster Wallace. Le livre est paru en 1997 aux USA et traduit Au diable Vauvert en 2005, donc il y a 15 ans, mais je crois qu'il est toujours... commercialisé. Simplement, évidemment, c'est un gros bouquin de 600 pages. Il y a un travail de maquette formidable avec le titre de l'essai là, que vous êtes en train de lire
qui s'écrit là, la perpendiculaire sur les pages, parce que en même temps, c'est pas un travail où il y a des bas de page, mais il y a une écriture qui bifurque et où on a toujours des longues traînes de digressions parallèles. Donc finalement, c'est un objet. Et là, dans la langue originale, dans l'anglais, j'ai du mal avec Foster Wallace. J'en ai d'autres, hein. Consider the Lobster. Il rend visite dans le Maine, à un endroit où une fois par an, il y a une espèce de festival du homard. Donc une espèce d'énorme bouilloire comme ça de 120 ou 140 litres. Et puis, vous balancez les bestioles vivantes par paquet de 50, et puis vous mangez votre homard. Donc c'est côté qui est... Bon, c'est l'Amérique, et il fait ce travail sociologique, donc, puis Consider the Lobster. J'ai une grande révérence pour Foster Wallace. D'occasion, il était à 14 ou 15 balles, alors que neuf, il était à 25 ou 30. Les temps sont pas fastoches, et en plus, le livre, vraiment impeccable, quoi. On voit qu'il est un petit peu jaune, il a dû se trimballer un peu, mais c'est pas un livre qui vient c'est pas un désherbage de bibliothèque, il est imprimé en août 2009, donc c'est une réédition par rapport à la première de 2005, et évidemment, l'autre jour, vous savez, j'avais fait cette expérience-là. J'avais racheté tous mes décors ciment, j'avais trouvé 6 décors ciment et je les avais retirés du marché de l'occasion. J'avais acheté les 6 et j'en ai renvoyé 2 ou 3. Là. Par exemple, j'en avais retrouvé un. Alors d'où ils venaient? C'était ça la question. Comment on pouvait les retracer? Je vais trouver un qui était dédicacé à Jack Benz de l'Oulipo. Et Jack Benz est mort il y a 10 ans, donc ça veut dire que sa bibliothèque personnelle a été dispersée. Donc il y a une sorte... ces choses-là étaient importantes aussi. Ceux qui étaient justement venaient de désherbage de bibliothèques et tout, donc c'est important à comprendre. Et puis donc sur ce marché de l'occasion, moi j'ai rien contre, et je suis flatté, évidemment, toujours il y a de l'amitié qui circule, c'est-à-dire ça m'arrive, je sais pas, peut-être pas toutes les semaines, mais des gens que je connais pas, qui sont tout contents de dire que dans tel bouquiniste et tout, ils ont trouvé prison ou mécanique, et puis ils mettent la photo sur Facebook. Bon, c'est très bien, je suis content. Après, tu te dis, hey, les mecs, moi je continue de travailler, et puis c'est des livres qui m'appartiennent plus parce que ils sont jusqu'à 70 ans après ma mort chez l'éditeur original, parce que on n'avait pas la force, et c'est encore des grosses bagarres d'obtenir qu'un contrat vale pour 10 ans seulement, reconductible si on veut, mais bon, ça c'est l'autre plan de la bagarre, mais se dire que là-dessus, évidemment, il n'y a pas une thune pour l'auteur. Mais est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une... Donc simplement, ça t'oblige à intérioriser le fait que la question de la transaction, du commerce, ce que tu signes avec l'éditeur, dans cette espèce de gros camembert de l'éditeur, où tu as 35% pour le libraire, l'éditeur qui garde 15%, tu as environ un petit 10% pour la FAB, etc. Et puis toi, auteur, qui a signé à 11 ou 12%, maintenant ça a plutôt tendance à être 6, 8, etc. Mais cette transaction, évidemment, dans le marché de l'occasion, elle se passe sans l'auteur, hors de l'auteur. Mais toi, tu es bien forcé d'intérioriser. Alors, c'est en discussion aussi entre nous, Ligue des auteurs pros, là, je suis très fier, et des gens que je trouve parfaitement, évidemment, estimables. C'est des combats qu'il faut absolument mener et rester vachement vigilant sur tout ça. Mais c'est que... ce qui nous vient de la vente des livres et du droit d'auteur, même sur nos travaux de création immédiat, c'est-à-dire en amont de leur reprise par le marché de l'occasion, c'est pas ça qui te permettra de payer tes nouilles quand tu débarques à la caisse du supermarché. Alors c'est cette question-là qui du coup, alors pour moi ça partait à plein d'étages. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un fichier numérique d'occasion? C'est-à-dire sur mon ordinateur, là, j'ai un miroir sur disque dur et tout, je sais plus comment j'appelle ça, Edinum, un gros dossier qui s'appelle Edinum. Je comptais que j'avais 3400 livres numériques, parce que tout simplement j'ai commencé la collection vers, je sais pas, vers 2004-2005, quoi. Et à cette époque-là, il y avait tous ces trucs pirates. Alors
Mais on se l'est passé aussi parce que les éditeurs mainstream ne produisaient pas de livres électroniques. Et ça continue. Et il y en a qui en font un principe. Ils défendent leur existence sur le support papier et tiennent à ne pas proposer de... bon, c'est un autre débat quoi, il me chatouille toujours un peu. Mais dans toutes ces périodes-là, on accumule, j'ai plein de Simenon, j'ai plein d'Agatha Christie, mais j'ai tout mon Montaigne, mon Saint-Simon, etc. C'est pas la question, mais j'ai aussi des Deleuze, des Blanchot, des Gracq, des Artaud, des Michaud, et évidemment on se les passe qu'à titre individuel, sachant la personne et tout ça. Je peux pas en faire un commerce, et ce serait immédiatement un commerce illégal. Donc c'est pas ça la question est plus profonde en fait, c'est-à-dire est-ce que je peux vous dire, je vous vends d'occasion mes 3400 livres numériques de ma bibliothèque privée, et puis moi ça me fera 25 balles, on perd pas au change ni vous ni moi, mais moi ça me paye une nouvelle caméra. C'est pas ça le truc. Et cette loi ne visait pas du tout à ça. C'est plus cette idée que ce qui change essentiellement dans la lecture numérique, c'est que là, c'est un objet matériel qui, à chaque fois, c'est que dans le cas d'un livre imprimé, c'est l'exemplaire unique, l'exemplaire individuel qui refait la transaction par le fait que vous vous l'appropriez et que vous vous mettez à le lire, contrairement à ce que nous on peut faire avec, par exemple là, je rêve dans la maison de sorcière de Lovecraft, parce que je voudrais l'ajouter à mes petites lectures en ligne, où il s'agit d'impression à la demande, c'est-à-dire la qualité graphique, on essaye qu'elle soit au top aussi, mais dont le processus va être totalement automatisé et n'aura aucun contact avec une main humaine avant que vous le preniez dans votre boîte aux lettres et décidiez d'ouvrir l'enveloppe et d'ouvrir le livre. C'est-à-dire que l'objet ne se matérialise dans la transaction qu'à partir du moment où dans votre boîte aux lettres vous l'ouvrez. Et sinon, il n'a pas d'existence, il n'y a pas de tirage, de choses comme ça. Alors ça a plein de conséquences. C'est-à-dire, par exemple, évidemment, cet univers de transactions étant en train de fondre comme neige avec un tout petit noyau de livres qui prennent, vous trouvez partout le même matraquage. Même là, moi, ma petite expérience de print on demand, bon, je la maintiens, mais je vois bien que c'est encéphalogramme plat, quoi. Alors, je vais la maintenir et je la continue. Pourquoi ? Parce que, justement, cette transaction même arrive à se réindividualiser à un tel espace, même Commonplace Book, c'est à peine quelques centaines d'exemplaires, où, de toute façon, ça paye même pas la comptable ou des choses. C'est-à-dire que la circulation microéconomique qu'on peut induire par ce tel truc, les frais de poste sont plus chers que les frais d'impression, etc. Si je le garde, c'est parce que j'ai envie de me maintenir, moi, un atelier sur la composition, sur la mise en page, de comprendre ces principes de matérialisation, dématérialisation, rematérialisation, etc. Donc, je continue cet espace-là. Mais, globalement, l'espace de la transaction, c'est-à-dire ce qui nous fonde comme écrivains, et justement non pas comme transfert des valeurs symboliques de l'écrivain traditionnel vers le pseudo-existence d'écrivain sur web. Non, ça marche pas. C'est comment l'espace multiple et toujours symétrique des transactions fait que dans tel rapport, c'est vous qui êtes lecteur et l'autre écriveur, et que ça peut s'inverser. C'est-à-dire que cette valeur symbolique de l'écrivain qui est née au 19e siècle, elle se dissout, mais simplement parce qu'elle n'a été qu'une figure historique de durée très brève dont on peut serrer tous les moments d'apparition, etc. Mais que cette transaction-là, qui vous établit dans l'instant de la lecture-écriture par le web, elle est évidemment la question de l'objet matériel, c'est pas ça qui la fonde.
Et je trouve que c'est une question vraiment à plein d'étages. Par exemple, si vous êtes aux USA, au Canada, au Québec, vous savez, qu'est-ce que c'est chiant quand vous allez payer un burger et une bière. Vous savez, vous recevez la note à 17 $, il y a un petit espace blanc, c'est marqué type. Alors, faire le calcul, normalement c'est 15%, puis si t'es bien content, tu peux monter à 18%. En gros, t'as rendu toujours, et puis vous mettez type, vous machin, ça passe dans la carte bleue, vous avez 2 fois à valider. Qu'est-ce que c'est chiant! Mais en même temps, cette idée de la prestation lié à la prestation matérielle, le burger que vous avez bouffé avec votre bière, fait que ces trucs comme Patreon pour les auteurs, ben ça marche. En tout cas pour ceux qui font la création de contenu web. C'est pas considéré comme un pourboire, comme un, même si le mot type, c'est juste ça. Alors en France, on a Tipeee. Moi, j'ai quelques dizaines de personnes qui me font cet honneur-là. Je le prends comme un honneur. Là encore, c'est tellement petit que ça ne peut pas être considéré comme un mode de rémunération sur lequel tu fais socle pour ton travail de création web, mais dans l'autre culture, ça le devient. Donc vous voyez ces espaces de transfert, est-ce que c'est légitime le Tipeee? C'est-à-dire, sur quoi s'établit le contenu de notre transaction web? Et justement, est-ce que c'est du service? Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est le rapport personnel que tu peux entretenir ou construire, y compris de façon professionnelle, ce que j'essaie de mettre un petit peu en place en ce moment sur mon site pour avoir cette liberté de disposer de trucs corrects pour fabriquer sur le web des objets de même densité que ce qu'était le vieux livre imprimé. C'est d'autres prolongements aussi. Prenez par exemple dans Pascal Quignard, dans les petits traités, explique ça très bien. Vous savez que ce texte, donc cette question du texte numérique, indéfiniment ou infiniment reproductible, contrairement à ce que représente le dépôt matériel, enfin l'objet matériel, individualisant la reproduction graphique. Bon, ben, c'est venu. Bon, ben, ça a mis du temps. C'est pas des choses qui sont liées à l'invention de l'imprimerie. C'est créé en avant, cette industrie de la recopie manuelle par des foires et tout ça. Mais dans toute la période du Moyen-Âge, le manuscrit, vous savez qu'il y avait l'original, on ne le touchait pas, on ne le recopiait pas, ne serait-ce que pour des raisons pas de sécurisation comme on dirait aujourd'hui, mais le garder dans son intégrité et sa valeur symbolique. Donc on avait ce qu'on appelait les exemplaires, c'est-à-dire une copie exacte de cet original, mais elle était divisée en plusieurs cahiers. Ça veut dire que s'il y avait 4 cahiers, il pouvait y avoir 4 copistes, un qui travaillait le début, l'autre milieu, la fin, mais ils travaillaient en même temps simultanément. Mais en tout cas, ce qu'ils recopiaient était toujours fait à juste une distance de l'original. C'est-à-dire que même si le manuscrit, 40 ans après, dans telle abbaye, à l'autre bout de l'Europe, servait de base de travail, eh bien, il s'agissait toujours non pas d'une copie de copie de copie, il s'agissait d'un objet constitué en recopiant un exemplaire lui-même établi directement d'après l'original. Et vous voyez, donc ces questions, elles sont très 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 anciennes. Alors c'est pour ça, moi j'ai eu ce réflexe, ça me fait rire, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a une loi pour empêcher la vente de livres numériques d'occasion. Alors que vous savez très bien que même à Fnac et tous ces machins-là, si vous voulez renvoyer votre livre après lecture, il est remis en vente au tarif occasion et tout ça. Et donc c'est des questions lourdes. Puis se dire, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vente ou de l'interdit de vente de fichiers numériques qu'on qualifie d'occasion? En quoi un fichier numérique peut-il être d'occasion? Point, j'arrête, point suivant. Alors maintenant qu'on a fait la rubrique email, qu'on a fait la rubrique polémique et qu'on a fait la rubrique numérique dans ces carnets, on arrive à la rubrique onirique. Alors c'était quoi? A priori,
C'était presque rien, c'était une espèce de sol abstrait, et sur cette espèce de sol un peu monochrome, rugueux, abstrait, il y avait des espèces de gros verres, enfin c'était des gros asticots un peu luminescents. En soi, ça n'a rien, on a tous vu de ce genre de grosses laves un peu transparentes. Et puis, en réfléchissant à pourquoi j'ai vu ce truc-là, j'ai eu une expérience juste là, 2-3 jours avant. Vous savez ce qu'on appelle les blobs. Et, bon, les blobs, il y a au moins 4 ou 5 ans que je lis des articles là-dessus. Il y a eu un livre sur les blobs qui est vachement intéressant. Puis on est tous à réfléchir sur, par exemple, comment les végétaux peuvent se transmettre des informations. On se dépouille petit à petit de cette prééminence de l'humain sur l'organisation naturelle. Mais les blobs, c'est des végétaux. C'est une sorte de lichen, mais qui sont susceptibles, quand ils se prolongent leur filament, d'apprentissage. C'est-à-dire que dans un labyrinthe, ils vont être capables de reconnaître la route la plus rapide, et une fois reconnue la route de la sortie du labyrinthe, ils ne pousseront plus de filaments ou de linéaments là où ça ne vaut pas, mais ils s'organiseront comme ça. Et un blob est susceptible de mémoriser sa propre expérience, et deux blobs qui se rencontrent sont susceptibles d'échanger des informations. Et on verra le comportement du blob d'à côté reproduire l'expérience du premier. Donc c'est très complexe, mais en même temps c'est parfaitement excitant, en plus parce que c'est des organismes ramifiés. Et ça pose aussi la question de comment nous, on utilise les fonctions non linéaires de nos compréhensions quand on est dans des usages là sur ordinateur, où ces usages... Pourquoi tu mets pas le fond d'écran, toi? Si, ça y est, il arrive. Où ces usages eux-mêmes sont sur multi-fenêtres, sur plusieurs dimensions de niveau de discours, ou de rapidité, ou de flux de discours. Et donc de toute façon, on doit apprendre à gérer ça de façon non linéaire, y compris dans les objets écrits qu'on est en train de concevoir. Donc toutes ces questions évidemment sont totalement fascinantes. Et puis donc j'avais eu l'occasion pour la première fois de voir un de ces blobs. Or ces blobs ne peuvent exister que dans l'obscurité, et en plus avec un taux d'humidité très grand. C'est dans le fond des forêts, dans certains endroits. Et moi j'étais devant une espèce de coffre, de vitrine, et je disais, mais où il est le blob? Alors qu'en fait, sur ces espèces de branchages, il y avait des toutes petites taches, pas plus grosses qu'un demi-ongle, et simplement il y avait eu des petits marqueurs qui nous disaient, tiens, hier il était à tel endroit, et puis vous voyez bien que le truc en était à 7 ou 8 mm ou 1 cm, etc. C'était juste ça, ces espèces de toutes petites taches blanchâtres. Et donc, moi j'étais dans ce rêve. Alors peu importe que je vous raconte avoir rêvé de gros asticots fluo, c'était pas ça. C'est que ça rejoignait ces questions de la mémorisation des images, ou qu'est-ce que c'est que... Est-ce qu'il y a le fait de... Ça rejoignait ce fait de travailler sans cesse, y compris là dans le petit journal web là, que je tiens, où ces photos qui passent, là, qui viennent de la ville d'Évry là, il y a un mois, qui sont que ce qui nous apparaît comme image, on le reconstitue et l'interprète comme tel, avec nos préacquis d'images reçues, mais d'une matérialité qui, en tant que telle, évidemment, ne peut pas se prétendre image. C'est des accumulations de codes binaires et d'algorithmes qui jouent sur des photons traversant une certaine granulosité de pixels, et supposant des algorithmes d'interprétation pour reconstituer des couleurs ou des densités, etc., etc. Et simplement dans mon rêve, ces espèces de machins
transparents, très lents, transparents, ouais, ils étaient supposés, chacun, disposer de mémoire d'images. C'était pas plus que ça, puis je ne veux pas vous embêter avec ça, parce que moi-même, mais c'est un truc qui m'a obsédé longtemps, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu avais ces espèces de trucs. Comment nous, dans l'intérieur même de notre cimoule, on transporte la mémoire des images, alors qu'il ne s'agit pas d'un cadre avec un truc dedans. J'en ai une juste à côté. Ceci est la mémoire matérielle d'une photographie, Saint John Perse, 1920, en Chine, dans son petit temple, à partir duquel on peut reconstituer des univers de signes, où on peut reconstituer son petit déclencheur, l'appareil, etc., les archives, son dépôt, etc. Et cette espèce de cadre dégueulasse qu'il faudrait que je vire et que je mette à chose plus digne. Mais c'est pas comme ça qu'on se souvient des images. Donc c'était juste ça ouvert. Il me reste 2 points. L'avant-dernier, c'est un article de journal qui racontait que sous l'Arc de Triomphe, à Paris, il y avait un tunnel abandonné et que ce tunnel était ouvert à concours d'architectes. Alors, l'Arc de Triomphe, moi, je suis pas bon aujourd'hui, on sait avec la Grande Arche, la Concorde, cette espèce de jeu de cônes visibles, d'axes majeurs. Mais rien, c'est les victoires de Napoléon. Si vous regardez les désastres de la guerre de Goya sur les massacres en Espagne, cette espèce de volonté d'écraser toute l'Europe, puis la Bérésina quand ça repart dans l'autre sens. Bon, franchement, pour moi, tous ces monuments qui sont liés à volonté hégémonique et puis passion de l'homme pour la guerre, c'est pas mon truc, quoi. C'est juste une espèce de grosse boîte de plâtre, puis il y a cette lumière, cette petite flamme du soldat inconnu. Je ne sais pas si vous connaissez ce magnifique livre de William Faulkner, où toute la fiction, ça s'appelle Parable. Et sa parabole, c'est comment le type qui a été enterré là, sous la flamme du soldat inconnu, eh ben, c'est pas du tout celui qui aurait dû y être, et que finalement, c'est un petit bribe, une petite lambeau d'humanité ordinaire dans toutes ces petitesses, ces étroitesses, puis qui se retrouvent par hasard. C'est la phrase de Macbeth dont Faulkner lui-même a fait Sound and the Fury. The word is a tale full of sound and fury and told by an idiot. Et Madame Macbeth, c'est aussi ce qui organise cette... Enfin, peu importe. Après, moi, je me suis souvenu, ouais, putain, il y avait un tunnel, là. C'est-à-dire, combien de fois, toi, tu l'as pris quand tu venais de Porte-Maillot pour aller vers l'intérieur, ou alors, au contraire, que tu étais dans les champs et autres venant de la maison de la radio, puis que tu te fais t'échapper vers le périph'. Ouais, il y avait ce tunnel, il est où? Il est fermé en 2015. Alors, des espaces vides sous la ville, il y en a des tas, il y en a plein dans Paris, il y a des voies de chemin de fer abandonnées, il y a des stations de métro quand je mettais des abris de la dernière guerre, tout ça, c'est facile, plus tous ces trucs, ces jeux sur les catacombes et tout. Il y a ça aussi dans New York, sur au moins 6 ou 8 niveaux, il y a toute une masse de littérature, d'articles, de trucs comme ça. Donc, c'est pas, par contre, que notre imaginaire soit aussi enraciné dans ces cavités sous la ville, évidemment, ça, c'est vieux, et ça, c'est complètement actif. Et puis, ça, en tant qu'imaginaire, dans les villes invisibles d'Italo Calvino, il y a ça aussi. C'est-à-dire, il y a à un moment des villes qui ont en dessous d'elles-mêmes leur parfaite réplique. C'est-à-dire qu'il y a la ville au-dessus du sol, et puis il y a la ville souterraine, et puis les deux populations, comment elles agissent. C'est-à-dire, à Calvino, on a fait vraiment un objet fantastique. Et nous, évidemment, ça prend d'autres proportions. C'est-à-dire, cette ville qui est violente, qui est dure, qui est maussade, qui ne sait régler aucun de ses problèmes, si on l'organise dessous. Je me souviens, la première fois que je suis allé à Montréal, c'est un ami qui s'appelle Guy Jousmet, je sais ça. Youpla! J'aime bien le montrer, Guy, en ce moment. Guy habite à Montréal depuis longtemps,
il m'avait fait visiter la ville par cet ensemble de couloirs, de souterrains qui passent comme ça d'un bloc à l'autre, avec tous ces dédales, puis en même temps tous ces petits magasins qui se ressemblent les uns aux autres. C'est pas grand-chose. Et bizarrement, bon, je sais que ça existe, mais quand j'ai vécu une année à Québec-Montréal, je m'en suis très peu servi, ou alors vraiment parce que tu sais que tu peux passer d'un truc à rejoindre ta bagnole dans tel parking et tout, mais c'est pas... Mais c'est cette histoire de ville sous la ville, tout d'un coup, se dire, ah, ben, avec un projet juste en dessous de cette place de l'Étoile, massif, comment cette organisation souterraine, on pourrait en faire un principe organisateur pour la totalité de la surface de la ville, ce qui n'est pas leur propos, mais cette idée en même temps d'un énorme passage là qui nous... Bon, peu importe. Enfin, tout d'un coup, quand j'avais lu cet article, je me suis dit, tiens, garde-le pour ton carnet. Cette idée de la ville sous la ville, comme en ce moment cette série là, que j'appelle Jean Barbin, 135 façons de sauver la Terre. En imaginant qu'on laisse la Terre comme ça, se refaire, et que nous, on se remettrait juste là, juste dessous. Comme on va faire sous la place de l'Étoile, bah, il y aura peut-être une belle solution pour lui foutre la paix à la Terre. Puis nous, peut-être qu'on se chercherait moins à la bourre. On mettrait des livres, bon, on mettrait des ordi au moins quand même. Mais ce serait bizarre aussi quand tu parlerais à ton copain du Japon ou de Chine ou de New York ou de Los Angeles, et puis toi tu te dirais, mais... Et que lui il serait dans un tunnel pareil, et puis que simplement on aurait toute cette vie d'images, tout ce qui passerait uniquement parce qu'on les passerait d'ordi à ordi, de tunnel à tunnel, sans embêter le reste. Je sais pas si ça vaudrait le coup. Ah ouais, parce qu'il y a quand même... Bon, c'est un modèle à complexifier. Dernier point. C'était un petit peu lié aussi à ce truc-là, parce que justement, comment on pense la ville. J'ai dû passer 3 jours à Paris la semaine dernière. Donc d'abord, il a fallu y aller en bagnole. Ensuite, il y avait des tâches, de garde d'enfants, de périodes pas faciles, avec des trucs... Bon, ça c'est la vie privée, on n'en parle pas. N'empêche que ça veut dire 3 jours dans Paris, finalement, sans jamais aller dans Paris, sinon que transiter pour les tâches qui étaient les nôtres. Et en même temps, chaque fois, tu passes 1 heure, etc. Et c'était dans cette espèce de saturation immobile des petites coques qui ne circulent pas parce que tout est immobilisé. Tout d'un coup, il y avait cette espèce d'énorme tissu des marcheurs de la ville. C'est-à-dire que aller au boulot, puisque tout est coincé, ça veut dire tu marches 1 heure ou tu marches 1 heure et demie. Alors les Parisiens s'équipent pour faire ça. Ils y vont avec les tenues qu'ils ont pour quand on les voit l'été sur les chemins de randonnée de nos provinces. Donc ils s'équipent en marcheurs rapides et la ville devient au contraire, c'est-à-dire la rue est totalement saturée, immobilisée, et par contre tout ce qui peut se glisser, se fissurer autour par ces petites silhouettes, là ça devient une espèce de truc où ça circule, et c'est pas facile en bagnole, ça passe souvent sous le nez, etc. etc. Et bah, salut copain si tu regardes, mais tu te prends ton vélo, tu te plantes, épaules luxées, côte pétée, et puis tout ton boulot, ton rythme et tout ça qui se fout en l'air. Bon, c'est pas de la faute à la grève, on est bien d'accord. N'empêche que ces espèces de basculements de la normalité font que tout d'un coup ça peut s'incarner aussi dans ton propre corps. Je n'insiste pas plus là-dessus, mais c'était l'idée de comment tout d'un coup on est obligé l'idée de penser le présent de la ville dans ces espèces de singularités qui, en telle occurrence, la renversent, font que tu reconvoques à l'envers comment tu penses la ville. Là, dans les passages de Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Passagenwerk, avec la version française au cerf, le livre des passages. Puis vous savez, cette espèce de codicille là
sous la direction de Giorgio Agamben, qui étaient toutes les fiches qui n'avaient pas été prises dans le Passagenwerk, parce qu'elles concernaient Baudelaire, et que Walter Benjamin s'était chargé du boulot avec son petit Baudelaire chez Payot, avec Central Park, avec le flâneur et tout ça. Mais là encore, c'est pareil, je me souviens dans Walter Benjamin, cette image aussi des rues médiévales, avec le tout à l'égout au milieu, enfin le tout à l'égout, pardon, les écoulements de flotte dans cette espèce de rigole, et puis ces bornes qu'on voit encore dans les vieilles rues, parce que les charrettes, quand elles passent, pour pas se faire écraser, ben, au moins on pouvait se réfugier grâce à ces bornes, et puis que les passages, eux, avaient inventé la vitrine, etc., et que la marche à pied, par exemple, trouvait son propre espace dans les passages, avec ces types qui promenaient des tortues, parce que c'était leur aventure de dandy. Et donc, bah, tout d'un coup, tu te retrouvais avec... tout d'un coup, la ville, échappant à sa normalité, réouvrait cette fascination qu'on avait à la pensée quand Walter Benjamin, partant de Baudelaire, nous rouvrait une pensée neuve de l'espace ou des pratiques urbaines. Et là, tout d'un coup, ce qui m'est revenu, c'est un truc que j'ai totalement occulté. C'était le premier hiver où j'étais venu à Paris, c'était 1977. J'habitais une piole avec un copain qui s'est suicidé. C'est lui qui a généré contre sa volonté le livre L'enterrement. Et j'avais acheté un violoncelle un peu plus tôt, et ce violoncelle avait été restauré par un luthier qui s'appelle Patrick Robin, qui est le frère de musicien d'exception, qui s'appelle Titi Robin. J'étais ultra fier d'apporter ce violoncelle, et il y avait eu une tempête de neige. Et Paris le train, à cause de ça, est arrivé non pas à 23h, mais bien à 1h du matin. Il n'y avait donc plus de métro. Et moi, cette piole, c'était rue Lafayette, c'est près de la gare du Nord. Normalement, on prend la ligne, à l'époque, c'était porte de Clignancourt, et on y était assez rapidement. Mais là, il avait fallu traverser à pied. Traverser à Paris à pied, c'est pas grand-chose. J'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. Disons qu'en temps normal, ça aurait pu être 1h20, 1h30. Hein. Mais là, tu es en pleine nuit, tu as un objet fragile. Je n'avais pas de caisse. Ah tiens, il faudra qu'un jour, je vous raconte l'histoire de la caisse de ce violoncelle un peu plus tard. Et évidemment, du déséquilibre, parce que ça glissait, parce que c'était... Puis, tu voyais, il y avait une espèce de fraternité aussi, parce qu'il y avait évidemment aucune voiture, mais il y avait ces silhouettes qui se trimbalaient d'un endroit à l'autre. Et après, c'est tout. Je me souviens que j'avais mis très très longtemps, et qu'une fois j'étais tombé, et que ce violoncelle qui comptait tant pour moi avait glissé, s'était échappé. Bon, il n'y avait pas eu de casse, ça va, mais ce violoncelle, je l'ai gardé jusqu'en 1988, quand on était à Berlin. Il y avait un jour, on habitait juste au-dessus de ce grand compositeur qui s'appelle Arvo Pärt. Et un jour dans l'escalier, Arvo Pärt, ich spiele ein cello. Et j'ai dit oui, mais de ce jour-là, pigeon qui m'entendait, je ne l'ai pas décroché du mur, le violoncelle. Je ne sais même plus aujourd'hui comment je m'en suis dépossédé, contre quoi, tout ça. Laissons passer. Juste, j'avais eu cette image retrouvée, complètement occultée, de ce Paris livré aux piétons, le contraire de la grève, puisque tout était blanc et qu'il n'y avait aucune voiture, mais la chose commune, c'était ces petites silhouettes fourmillant, traversant, et que quelle que soit la distance, il n'y a que à pied qu'on peut l'effectuer. Et puis que moi, je portais ce violoncelle. Allez, à la semaine prochaine.